problème de la peur, c'est que ça peut vous mobiliser, ou alors ça conduit à la fuite. Ça, c'est l'évitement. Je fais du déni, ou je me dis de toute façon, ça sert à rien. Donc ça me fige, ou ça me donne envie de fuir. Ce qu'on veut, c'est que cette peur, cette anxiété, ça donne envie aux gens de, quelque part, oui, de se mobiliser, de combattre, quelque part, de lutter. Et pour ça, les recherches dont on dispose, c'est quand même de dire il faut qu'on donne des pistes pratiques aux gens, qui voient des modèles inspirants, qui donnent envie, donc qu'ils aient vraiment ce sentiment que, en fait, oui, il y a bien des risques qui se présentent, mais il y a des choses à faire, et c'est vers là qu'on veut les entraîner, ça tombe bien, mais il faut absolument qu'on ait ces deux éléments ensemble. Et donc, ma recommandation, ce serait aussi, si vous n'avez pas le temps de travailler aussi sur les pistes d'action, ne commencez pas avec plein d'informations alarmantes. Parce que laisser les gens avec juste de l'information alarmante, il y a tout notre système d'alerte qui est mis en branle, et puis après, les gens sont plantés là. Donc voilà, ça ne va pas nécessairement les amener vers les changements qu'on souhaite. C'est l'idée que peut-être que parfois, ce n'est pas la meilleure porte d'entrée, évidemment. Les choses anxiogènes, les choses qui font peur. Parfois, d'abord, des expériences ou même des faits accomplis peuvent être préférables. L'expérience, c'est aussi vivre des choses, donc faire des projets avec des jeunes, prendre soin d'un animal, prendre soin d'une plante, d'un petit milieu naturel, développer des savoir-faire qu'on valorise à travers ça, avoir de la reconnaissance parce qu'on s'est bien occupé de quelque chose, parce qu'on a pu découvrir quelque chose, parce qu'on a pu éveiller notre curiosité, parce qu'on a vécu des émotions positives, d'intérêt, et des choses au niveau sensoriel, donc le toucher, les odeurs, le goût, peut-être aussi des émotions esthétiques. Tout ça, c'est des choses qui, évidemment, à mon avis, sont très intéressantes à cultiver et sont peut-être des excellentes voies d'entrée pour les plus jeunes. Je parlais aussi tantôt de montrer des exemples pratiques. Donc, rencontrer des personnes inspirantes qui font rêver, proposer d'autres modèles que ceux des feuilletons ou des influenceurs et des influenceuses sur YouTube. Donc, justement, des gens qui s'engagent, mais qui montrent tout ce que ça leur apporte, sont en relation avec d'autres, qui font des choses qui sont géniales. Je pense que c'est important aussi parce qu'avec ça, on construit quelque part la base sur laquelle on peut après travailler avec des choses peut-être plus cognitives, plus intellectuelles, sur qu'est-ce qui se passe, ah mon Dieu, il y a des risques. Il y a moyen de basculer aussi de la peur à la colère. Et c'est parfois intéressant parce que la colère, en termes de mobilisation, c'est aussi une émotion qui peut être intéressante. La colère, c'est aussi la révolte ou l'indignation, hein. Donc, voilà. Et donc, ça veut dire aussi, de nouveau, peut-être un peu plus loin dans la progression pédagogique, identifier qui sont les principaux responsables. Parce que c'est clair qu'il y a un côté aussi, parfois dans les messages culpabilisants, de fait, notre mode de vie normal, dans lequel on est immergé, surtout quand on est jeune, on n'a pas de masse de choix, serait dommageable pour la planète et pour la survie du monde tel qu'il existe. Ok, c'est hyper culpabilisant, mais non, ce mode de vie, il a été construit par certains acteurs plus que d'autres. Comprendre tous ces éléments-là peuvent être aussi intéressants pour justement sortir de cette idée, mon Dieu, c'est un truc énorme. Mais non, c'est un truc qui est construit, c'est des conventions, c'est une question de rapport social, de décision politique. Et donc, à ça, avec les plus grands, je pense que c'est vraiment important alors d'arriver à ça pour déconstruire ça. Alors, un autre élément par rapport à cette espèce de mon Dieu, c'est un problème tellement complexe et tellement énorme, c'est la question de sortir de l'isolement. C'est pas juste moi tout seul. C'est pas les petits individus qui comptent. Même si oui, chaque geste compte, c'est important que je me sente connecté, que je me sente relié à d'autres. Ça me paraît, par rapport aux enjeux environnementaux, c'est fondamental. Je pense notamment à l'école, ça me paraît important parce que venir comme ça avec des messages anxiogènes dans une classe où soit il y a de la compétition parce que c'est celui qui aura la meilleure note, celui qui va mieux réussir, etc. Ou alors il y a des clans, il y a du harcèlement, il y a des tensions entre les gens, etc. Si on vient avec un message anxiogène, ça risque de faire quoi? Ah bah, il faut que j'ai encore plus de pouvoir et que j'écrase encore plus d'autres pour que moi je m'en sorte. Et donc là, je pense qu'au contraire, arriver avec des projets collaboratifs, où on vit la coopération, on vit des choses ensemble, on se rend compte qu'en fait, on partage des choses, c'est-à-dire on peut vivre des choses ensemble, on peut partager des émotions, ça me paraît vraiment important. Et quand je dis participatif, c'est aussi retrouver cette idée qu'en fait, faire vivre aux jeunes qu'ensemble, on est plus fort. Qu'on arrive à accomplir des choses ensemble qu'on n'aurait jamais cru pouvoir accomplir, parce qu'en fait, on l'a fait ensemble. Si on est face à des élèves pour qui l'expérience scolaire, c'est d'abord, tu subis et tu sais rien faire, parce qu'en fait, tu n'as aucun contrôle, ben forcément, si on vient encore avec un message qui leur dit, vous savez, il y a des gros problèmes sur la planète et il faut vraiment qu'on change les choses, etc., mais que leur expérience quotidienne, notamment dans l'école, c'est qu'en fait, on les écoute jamais,
et qu'ils ont juste rien à dire et qu'ils ont l'impression qu'ils peuvent rien changer à ce qui se passe autour d'eux, ça va évidemment très difficile, ça va être très difficile pour eux de les mobiliser et de se dire, ah ouais, ils ont les ressources pour en fait se dire, ben, en fait, si on fait un projet ensemble dans la classe ou dans l'école, on va pouvoir changer les choses. Enfin, je pense qu'il y a plusieurs voies d'entrée, c'est ça l'idée. Et qu'il ne faut pas toujours venir d'abord avec un message, parfois il faut venir avec une expérience, mais qu'il faut en tout cas certainement connecter les deux. Peu importe finalement le bout par lequel on rentre, et je pense qu'en fonction des âges et de là où en sont les jeunes qu'on rencontre, on peut avoir des entrées différentes, mais il y a cette connexion qui peut être faite. Si on considère que les émotions sont importantes, il faut prendre en compte toute la gamme des émotions. J'ai déjà cité la colère, mais il y a la joie évidemment. Euh, j'ai cité aussi l'intérêt ou la curiosité qu'on peut aussi classer dans les émotions, le dégoût, la révolte, etc. Donc vraiment, toute la palette des émotions me paraît importante à partir du moment où on pense que les émotions sont quelque chose d'important. Pour les psychologues, l'émotion, c'est un signal transitoire. C'est quelque chose de passager qui nous envoie un signal qui, en fait, c'est une façon pour notre organisme de dire Coco, il se passe quelque chose autour de toi, il faut que tu te bouges. Ça, c'est la fonction de l'émotion. C'est nous signaler qu'il y a quelque chose qui doit attirer notre attention et qui se colore par plutôt de la peur, on dit qu'il y a une menace, de la colère en disant il faut que je réagisse, de la joie en disant c'est agréable, regarde ce qui se passe parce que ça a l'air d'être bien, etc. Donc, l'émotion, c'est un démarreur, c'est une étincelle. Et donc, l'important, c'est à la fois de pouvoir accueillir l'émotion telle qu'elle est, mais après, la vraie question, elle n'est pas mon Dieu, je vais me concentrer sur mon émotion et m'immerger là-dedans. Parce que ça, c'est juste lui donner encore plus de place et ne faire que lui donner. La vraie question, elle est qu'est-ce que je fais de mon émotion une fois que je l'ai accueillie? Je ne pense pas qu'il faut en effet des compétences très, très, très développées. Je pense que la base, c'est l'écoute. Par rapport à des émotions, c'est juste savoir les écouter et leur faire une place, dire elles sont là. Et puis, en effet, après, c'est OK, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une fonction importante chez les êtres humains, c'est le partage social des émotions. Donc, le fait d'échanger sur ces émotions, ça a deux intérêts. Ça a un intérêt sur le développement de l'empathie et le fait qu'on peut raisonner ensemble et que ça peut favoriser la coordination. Si je me rends compte que je ne suis pas tout seul avec des émotions, mais que en fait, ce que vivent les autres, quand ils l'expliquent, ça fait écho en moi, ça peut être important pour se rapprocher et construire du lien social et pouvoir mieux coordonner nos émotions. Mais alors aussi, le partage des émotions et le fait à la fois de pouvoir exprimer les siennes ou de dire où on en est et d'écouter les autres, ça nous aide à nous décentrer. Donc, à pas rester focalisé dans l'interprétation que nous, on a d'une situation et la façon de la voir et d'y réagir, mais on se rend compte que face à une même situation, d'autres personnes qui partent d'un autre point de départ ou qui ont d'autres expériences, ils vont les vivre autrement. Et ça, par rapport à des problèmes complexes comme les problèmes environnementaux, c'est vraiment super important. C'est probablement un des enjeux majeurs. Je dirais que la chose à éviter, c'est de se sentir soit responsable de toutes les émotions que les jeunes expriment. Ce n'est pas à l'animateur à porter toutes les émotions que les jeunes expriment. Il peut les entendre, il peut dire oui, tu m'as dit que tu te sentais comme ça ou que tu te sentais comme ça. Tiens, lui aussi, toi aussi. D'autres, ils vivent autre chose. Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ok, on a des vécus. Qu'est-ce qu'on en fait? Et là, par exemple, si on donne la pédagogie du projet, c'est génial parce qu'on peut partir de ça pour justement avancer dans les étapes suivantes de construction d'un projet. Je ne suis pas sûr qu'il y a une posture qui est vraiment la posture adéquate. Je pense qu'il y a différentes choses auxquelles on peut être attentif. Un des risques qu'on peut avoir comme adulte, comme animateur, comme éducateur, c'est de croire que les jeunes vont avoir les mêmes émotions que moi par rapport à une thématique que j'amène. Voilà. Ne pas présupposer les émotions que les enfants ou les ados vivent par rapport à certaines situations. Donc en fait, on ne sait pas, en général, on ne sait pas du tout dans quel type de situation familiale, personnelle, sanitaire, judiciaire, etc. ils sont. Donc voilà, faut faire attention à ça. Je pense qu'il y a la question de ne pas se laisser envahir et de ne pas soi-même prendre sur soi les émotions des autres. Donc c'est la distinction qu'on fait comme en psychologie entre cette capacité de se décentrer, de se mettre à la place de quelqu'un et ce qu'on appelle la contagion émotionnelle. Donc je ne suis pas obligé de me laisser contaminer par les émotions des autres. Par contre, c'est important que je puisse me rendre compte de ce qu'ils vivent, ne pas les envahir avec ses propres émotions. Donc, ce qui implique de savoir identifier soi-même ses émotions euh, et, euh, et de savoir les réguler pour à la fois donc,
ne pas inonder les autres et ne pas prendre toute la place avec mes propres émotions, mais en même temps aussi garder une forme d'authenticité. Parce que dans le travail d'animation, je pense que ça paraît évident pour tout qu'il a un peu fait, mais quelque part, les jeunes, ils réagissent pas juste à ce qu'on fait ou ce qu'on dit. Ils réagissent à finalement une forme de posture ou de façon dont on habite ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, si des choses nous révoltent, si des choses nous inquiètent, il faut aussi pouvoir être honnête avec ça. Alors, est-ce que ça veut dire qu'il faut le mettre en avant et venir avec ça comme un étendard? Je ne suis pas sûr. Par contre, si on fait un partage d'émotions comme je l'évoquais avant, je pense que comme adulte aussi, il faut pouvoir être vrai avec ses propres émotions et amener aussi ses émotions. Il n'y a pas de raison que je demande aux jeunes de partager des émotions et puis que moi, je ne sois pas je ne sois pas authentique avec ça. Mais en effet, il ne faut pas non plus, comme je disais, les inonder avec ça. Pour réguler mes émotions, je peux essayer d'agir en fait à différentes étapes. Pour simplifier très fort, il y a deux grandes stratégies qui paraissent accessibles. Il y en a une qui est agir à l'étape d'interprétation de la situation. Donc, comment est-ce que je donne du sens à la situation, comment je l'interprète, comment je l'évalue. C'est ce qu'on appelle la réévaluation cognitive. Donc, se poser la question de dire, OK, là, je réagis très fort par de l'énervement, par de l'anxiété, par du stress, parce que j'ai compris la situation comme ça. Est-ce que c'est vraiment comme ça que je dois l'interpréter? Est-ce que le jeune, quand il a fait ça, c'était bien cette intention-là que je lui prête qu'il avait? Des choses comme ça. Donc, et l'autre grande stratégie, c'est plutôt une stratégie de contrôle de l'expression des émotions. Donc, je sens que je m'énerve et je fais attention à verrouiller l'expression de mes émotions. Ou je sens l'anxiété et je fais tout pour pas qu'elle, ou le stress, et je fais tout pour pas qu'elle apparaisse, cette émotion. Donc, c'est deux grandes, si vous voulez, deux grandes voies dans la régulation des émotions. Et ce que la recherche montre, c'est que il y en a une qui est beaucoup plus économique. Elle nous coûte beaucoup moins d'énergie, si on veut, d'énergie mentale. Elle nous demande beaucoup moins d'attention. Quelque part, elle nous épuise moins. C'est la, la stratégie de réévaluation, de réinterprétation de la situation, alors que contrôler l'expression de ses émotions est beaucoup plus coûteux. Donc voilà, donc, ça veut dire aussi on peut s'entraîner soi, mais on peut aussi entraîner les jeunes. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Parce qu'une fois qu'on le sait, c'est bien, mais pratiquement, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, ça veut dire probablement qu'il y a une réflexion qui peut être utile au niveau du fonctionnement de l'équipe. Parce que, comme beaucoup de savoir-faire, de compétences, si on veut, c'est pas juste une question intellectuelle, c'est pas juste une question d'avoir compris quelque chose, c'est question de savoir le mettre en pratique. Et pour ça, la mise en pratique, il faut s'entraîner. Donc, c'est-à-dire revenir sur des situations qui ont existé, partager avec d'autres, analyser des cas pour pouvoir justement se construire des schémas d'interprétation, des schémas d'analyse de la situation. C'est aussi ce qu'on appelle en fait de la supervision ou de l'intervision, c'est-à-dire pouvoir à certains lieux déposer ses propres émotions, partager avec d'autres qui peuvent vivre aussi des mêmes réalités. Ce qu'on vit, ça aide à réguler ces émotions. Et donc, ici, le message principal, l'idée, c'est pas d'avoir un bon gros couvert qu'on est capable de mettre sur ses émotions à certains moments, mais c'est plus de réfléchir en équipe en disant, OK, on sait qu'il y a une charge émotionnelle qui est liée à notre travail. On ne veut pas qu'elle prenne toute la place et qu'elle parasite trop le travail qu'on fait avec les animés. Donc, comment est-ce qu'on s'organise collectivement dans nos organisations, dans nos équipes, pour faire des moments où on donne de la place à ces émotions, où on peut les partager, un peu comme je disais tout à l'heure avec les jeunes, c'est-à-dire partager, c'est se rendre compte que nous, comme professionnels, en fait, on vit des réalités, quelles que soient finalement nos compétences et nos expériences, on vit des réalités qui sont parfois lourdes, que ce soit les réalités sur lesquelles on travaille, parce que franchement, être bien informé des enjeux environnementaux aujourd'hui, c'est quand même parfois une charge émotionnelle forte, et aussi dans ce que les jeunes peuvent nous amener, de ce qu'ils peuvent nous partager. Donc voilà. Voilà. Et donc ce travail cognitif aussi de décentration dont je parlais tout à l'heure, qu'on peut faire avec les jeunes, on peut le faire aussi en équipe, mais en équipe, on peut aller plus loin. On peut vraiment revenir sur les situations en disant, tiens, comment tu as compris cette situation-là? Comment toi tu la comprends? Comment toi tu la comprends? Est-ce que, OK, on a différentes façons d'interpréter la situation, laquelle nous paraît la plus correcte, lesquelles nous paraissent intéressantes, lesquelles nous paraissent erronées. Tiens, comment tu as réagi? Comment est-ce que d'autres ont réagi? Et comme ça, petit à petit, enrichir son répertoire, en fait, sa boîte à outils, de façon de pouvoir réagir. Donc, vous voyez, ce travail collectif, il a une fonction à la fois de pouvoir déposer ses émotions, dégonfler un peu certaines choses qu'on porte, et aussi de mieux s'outiller pour pouvoir réagir les fois suivantes à des situations qu'on vit dans le métier.
Si on sent soi-même comme adulte qu'on est complètement dépassé par ça et qu'on est envahi par l'entité, je pense qu'à un moment donné, il faut se poser la question de savoir est-ce qu'on est encore à sa place d'aller animer des jeunes sur ces sujets-là, quoi. Le problème est vraiment complexe et que les petites actions individuelles ne suffiront pas. Ça veut dire qu'en fait, il faut faire du collectif et ça veut dire qu'en fait, dans ce que je pense, les attentes, pour moi, on n'a pas parlé tellement de l'espoir, mais je pense un des gros risques de l'espoir, c'est d'un côté les gens qui disent OK, bah, de toute façon, on va trouver une solution technologique et donc il ne faut pas s'inquiéter. Pour moi, ça, c'est illusoire. Donc, c'est une perception qui est erronée des risques. C'est croire qu'en fait, on va pouvoir s'en tirer par une solution technologique. L'autre, c'est oh, mais les décideurs, ils vont quand même bien finir par se rendre compte de ce qui va se passer. Ça, toute l'histoire nous dit c'est faux. Le changement qu'on veut aujourd'hui, il va falloir l'arracher de haute lutte. Et donc là, si tu veux, pour moi, c'est là que c'est un peu, ça vous met finalement vous comme dans une position un peu délicate, parce qu'en fait, si vous allez jusqu'au bout de votre message, en fait, ça devient un message politique. Si on veut, pour moi, si on veut être tout à fait cohérent aujourd'hui, et je pense que quelqu'un comme Aurélien Barraud, qui est au départ astrophysicien, c'est pas pour rien que maintenant il fait quelque part un peu de politique, parce qu'à un moment donné, et je crois que mes collègues climatologues, ils sont un peu dans ce dilemme-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, s'ils veulent rester cohérents avec le message scientifique qu'ils portent, ils doivent dire que ça a des conséquences politiques. Et pour moi, aujourd'hui, l'éducation relative à l'environnement, le point ultime, c'est de dire, en fait, si on veut s'en tirer, il va falloir un combat politique. Il faut la peur et l'espoir, en fait. Et l'espoir, chez ceux qui ne sont pas déjà mobilisés, en fait, il n'est pas suffisant. Il y en a qui ont besoin d'un coup de pied au cul.